Retour sur le plateau de Made in Africa et pour échanger ce soir, j'accueille Arnaud Tarero. Il est manager de Supercart Abidjan. Avec lui, Mamadou Keïta, directeur central des parcs de loisirs, d'attractions et de jeux numériques au ministère du Tourisme et des Loisirs. Et Patrick Agbassi, cofondateur de Espace Ivoire. Messieurs, bonsoir. Et je reste avec vous, Patrick Agbassi. La première des choses, c'est que ce n'est pas votre site qu'on a vu dans le reportage. Bon, alors, vous avez cofondé Escape Ivoire. Oui. C'est un escape game. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer le principe des escape games? Voilà. Un escape game, c'est un concept qui permet de mettre en situation un certain nombre de personnes dans un environnement réaliste. L'idée, c'est d'enfermer ces personnes-là dans un endroit et leur donner un délai limité pour résoudre quelques énigmes afin de pouvoir s'en sortir. Ce que j'essaie de caricaturer souvent, c'est ce qu'on appelle réalité réelle en comparaison à réalité virtuelle. Donc nous sommes les propres acteurs de notre jeu. Alors, Mamadou Keïta, vous représentez le ministère du Tourisme ici sur la question de tous ces nouveaux centres de loisirs. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Pourquoi est-ce que ça plaît autant? Pourquoi est-ce que ça crée autant d'engouement au sein de la population? Dans votre reportage, il a été indiqué que 75% de la population ivoirienne à moins de 35 ans. Donc une population très jeune, avec une nouvelle classe moyenne qui se développe, qui a besoin d'activités de loisirs de qualité, plus sophistiquées. Voilà pourquoi d'ailleurs je salue fortement ces arrivées en Côte d'Ivoire. Il y a plein, hein. Vous avez par exemple 20 splash parks aujourd'hui en Côte d'Ivoire par Hyde Park, qui permet aux tout petits, aux jeunes et aux adultes d'avoir accès aux loisirs. Alors, moi, je pense que l'on continue dans ce sens-là parce que ça permettra sans doute, dans le reportage, il a entendu aussi des jeunes qui ont vécu dans la banlieue parisienne, qui aujourd'hui viennent investir dans leur pays d'origine. Je pense que c'est une très bonne chose que les gens viennent investir en Côte d'Ivoire, que les champions nationaux également s'y mettent parce que c'est effectivement une activité qui a une forte connotation économique et qui rapporte beaucoup. Ouais. Alors, le karting à Abidjan, finalement, on parle de nouvelles activités de loisirs, mais est-ce que c'est nouveau ? Alors, on va dire en Côte d'Ivoire, c'est pas nouveau. Donc c'est une activité qui existait auparavant, mais qui a malheureusement fermé suite à certaines péripéties, etc. Et qui a réouvert dans l'année 2022, donc en août 2022. Alors finalement, pour réouvrir, quand on voit un espace avec du bitume, on se dit que les travaux de rénovation, ça a pu être quand même plus ou moins onéreux. Ça coûtait combien Alors, pour parler de chiffres, bon, je pourrais pas vous situer, mais faut quand même... Vous avez oublié ou vous décidez de ne pas forcément... Alors, pas forcément en parler, mais faut prendre en compte que le plus gros investissement dans un karting, c'est forcément tout ce qui est logistique, enfin, piste, éclairage, question de sécurité. Est-ce que vous utilisez des voitures électriques ou alors ce sont des voitures... Alors, c'est des moteurs thermiques. Thermiques. Thermiques, ouais. Donc on utilise du fuel, du carburant? C'est ça, exactement. Okay. Alors, qu'en est-il de... C'est des véhicules qui sont importés, ouais, d'accord. Alors oui. Ouais. Bon. Alors qu'en est-il de l'entretien? Est-ce que vous avez des expertises ici? Alors au niveau de l'entretien, ce qui nous a été bénéfique, c'est qu'on a pu travailler avec des anciens collaborateurs qui travaillaient déjà dans l'ancien karting, donc aujourd'hui qui sont avec nous. Mais on ne vous cache pas que c'est quand même difficile d'avoir un personnel vraiment qualifié spécialement pour le karting en Côte d'Ivoire, vu que c'est quand même aujourd'hui encore une activité qui n'est pas encore, on va dire, démocratisée, on va dire comme le football ou etc. dans le pays. Donc on a vraiment cette main-d'œuvre qui manque malheureusement. Le karting, Mamadou Keïta, ça va vite? Ça va très vite. Ils sont équipés, c'est vrai, mais quelles sont les précautions en fait, que vous demandez à une entreprise comme la leur en matière de sécurité? Que ce soit le karting ou les autres activités, il y a un aspect de dangerosité. La dangerosité, ce n'est pas seulement l'accident, c'est aussi préserver l'intégrité physique des personnes. Même en activité banale, sur un trampoline, on peut avoir un accident. Donc l'État ivoirien, notamment le ministre Fiancé Fofana, nous a instruits pour établir un document qu'on a appelé décret qui réglemente toutes les activités de loisirs en Côte d'Ivoire. Et toutes celles et tous ceux qui veulent opérer dans ce sens-là doivent venir d'abord nous voir pour qu'on puisse effectivement leur mettre à disposition ces règlements et qu'ils puissent tenir compte de ces règlements pour se mettre en place. Parce que
bientôt, nous serons sur le terrain pour aller visiter les promoteurs. Et celles et ceux qui ne sont pas à la page, je pense qu'ils auront à rendre compte à l'État. Il faut s'adresser à vous pour ouvrir un espace de loisirs. Est-ce qu'il faut avoir une forme de certificat ou un agrément pour pouvoir ouvrir? Est-ce qu'il y a un processus à date? Il y a un processus depuis le mois de janvier 2023. Ce décret présidentiel impose à tout promoteur, tout organisateur de loisirs, que ce soit des centres de vacances, des centres de loisirs, des activités comme le karting, l'escape ivoire, et puis bien sûr le paddle dont vous allez parler tout à l'heure, ils ont besoin d'avoir ce règlement-là. Partout, et en France c'est le cas, on ne s'installe pas, on n'organise même pas une sortie avec des enfants sans une autorisation. Parce qu'effectivement, il peut y arriver quoi que ce soit. La notion d'assurance, responsabilité civile, vous avez pas mal de personnes qui d'ailleurs, et ça je fais appel à tous les promoteurs, il y a pas mal de promoteurs qui sont installés dans le pays, à Abidjan mais en dehors d'Abidjan également, qui malheureusement n'ont pas tenu compte de ces aspects-là. Nous allons leur rappeler la chose. Dans un premier temps, ce n'est pas fouetter les gens, c'est leur permettre de comprendre et puis bien sûr de s'adapter à la réglementation ivoirienne. Alors, Patrick Agbassi, chez vous, on estime que bon, peut-être il y a un peu moins de risques, il n'y a pas de casque à porter et tout ça. Alors, comment ça se passe? Donc, où est-ce que vous trouvez les scénarios? Par rapport au scénario, au niveau du reportage qu'on vient de voir, en fait, je suis vraiment impressionné par ce que les collègues de Enigma font, c'est-à-dire qu'ils développent le scénario et ils font tous les éléments ensemble. Nous, disons que quelque part, on a cherché une voie un peu plus facile, entre guillemets. Donc, on a un ensemble de scénarios qui sont déjà établis par la franchise, qui aujourd'hui sont déployés dans les 28 pays. Et donc, il y a 650 salles. Donc, on a voulu vraiment avoir une expérience certifiée pour commencer cette aventure-là en Côte d'Ivoire. Donc les mêmes salles que vous avez à Toronto, à Las Vegas, c'est exactement la même chose que vous avez en Côte d'Ivoire. Mais on a aussi la voie pour pouvoir développer des thématiques ivoiriennes qui seront déployées dans tous ces pays-là à partir de la franchise. Donc c'est vraiment notre envie aujourd'hui, utiliser cette expérience mondiale et pouvoir positionner des produits ivoiriens qui seront reconnus dans le monde entier. Alors, est-ce que ça peut coûter cher d'acheter un scénario international? Par exemple, là, on a vu Enigma qui ont tout développé en local. S'ils se disent, écoutez, nous, on ne veut pas forcément être une franchise, on veut acheter un scénario, est-ce que ça pourrait coûter cher? Je peux vous dire que c'est super cher parce que c'est ce que nous, on a fait. Waouh! C'est très, très cher. C'est quoi les ordres de prix? Les ordres de prix, ça varie en fonction des technologies qui sont utilisées dans les salles et tout. Ça varie facilement entre 40 millions et 80 millions. Ça veut dire... Alors, c'est juste pour recevoir l'histoire ou alors il y a tous les équipements et tout ça? C'est juste l'histoire? En fait, c'est les équipements plus l'histoire. OK. Donc, chaque salle thématique vient avec un certain nombre d'équipements et de technologies. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le retour commercial que vous espériez? On a ouvert officiellement le 17 août 2024 et seulement sur les 2 premières semaines, on a eu 200 clients. Seulement sur les 2 premières semaines. Donc il y a vraiment une appétence de la population. Ce n'est pas moins cher. Donc c'est peut-être trouver quelques mécanismes qui permettraient de démocratiser l'accès à ce type de loisirs, mais l'appétence est vraiment réelle au niveau de la population. Et je termine avec vous, Mamadou Keïta. Il disait tout à l'heure, Alex, du laser game, il y a une demande qui est énorme en Afrique et les gens ne s'en rendent même pas compte. Il y a aussi une dimension économique à attirer des investisseurs dans ce secteur. Il y a non seulement la volonté d'attirer des investisseurs, mais aussi de sensibiliser nos populations à avoir accès à ce type de loisirs. Franchement, ces activités dont nous parlons sont des activités qui ne sont pas accessibles à tous. Parce que nous avons aujourd'hui une classe moyenne qui se développe en Côte d'Ivoire. Ça dénote bien du développement économique en Côte d'Ivoire, ce développement qui permet à ces populations-là d'avoir accès à ce type de loisirs. Le karting, ce n'est pas donné. Vous avez vu les tarifs tout à l'heure. Pour 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes, ce n'est pas donné. Le laser game, c'est pareil. Ce n'est pas donné non plus. Et je pense que M. Agbassi, pour tout ce qui concerne l'escape ivoire, ce ne sera pas donné. Mais il faut effectivement réfléchir à un mécanisme, que ce soit des entreprises privées ou publiques, pour aider les personnes à avoir accès à ce type de loisirs. Arnaud, vous organisez des compétitions? Alors, on en a déjà organisé, oui. À l'avenir, il y en aura aussi. Jusqu'à ce qu'on ait une fédération de karting?
On espère pourquoi pas un jour. Merci Arnaud, merci Patrick. On vient de le voir avec vous dans le premier reportage. De nouveaux loisirs sont en train d'émerger à Abidjan, de quoi occuper les enfants le week-end. Et de nouveaux sports voient le jour également, comme le padel. Ce sport venu d'Espagne à la croisée entre le tennis et le squash gagne de plus en plus de terrain, avec à la clé des gains importants pour ceux qui investissent dans cette discipline. Le boom du padel, un reportage de Théo Renaud et Jean-Louis Mendonça. C'est le nouveau sport tendance à Abidjan, le paddle. Avec un revêtement en gazon synthétique, des balles qui rebondissent sur toutes les surfaces et des raquettes percées sans cordage. Ce cousin du tennis venu d'Espagne séduit de plus en plus de joueurs. Ce sport de raquette se joue à 4 et toujours en équipe de 2. Un format qui encourage la convivialité. Pour Naël, joueur de la première heure, c'est une des forces du paddle. Je viens ici parce qu'il y a une bonne ambiance, c'est couvert, on peut jouer dans n'importe quel moment, à n'importe quand. Et tous mes amis sont là, donc on se retrouve plus ou moins. Comme j'étais un joueur de tennis, là c'est beaucoup plus sympathique. Se retrouver à 4 entre copains, c'est plus familial, plus convivial. Pour les tennismen, un petit temps d'adaptation est nécessaire pour en maîtriser les bases. Au début c'était compliqué. La première fois que j'ai joué au paddle c'était à l'Ivoire. Et j'avais trouvé un peu les sensations un peu bizarres. Donc au fil du temps de m'entraîner, de trouver les repères et tout, j'ai su m'adapter au bout de 1-2 mois. Et là maintenant je joue parfaitement bien et j'apprécie bien le paddle. D'autres viennent de sports bien loin du paddle et apprécient les bienfaits de l'activité. Je suis un ancien joueur de foot et j'ai eu mal aux articulations. On m'a dit bon, il fallait arrêter le foot et reprendre quelque chose, une activité. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai essayé. Pour l'instant, l'offre, elle est bonne, mais elle est un peu chère, moi je trouve. C'est un bon budget quand même. Moi, je joue 2 à 3 fois par semaine. C'est un coût quand même. Louer un terrain pour 4 coûte 30 000 francs. Au-delà du sport, le paddle est un business lucratif et attire également les entrepreneurs. Ce sport, à la croisée entre le tennis et le squash, est en croissance rapide partout dans le monde. Le nombre de terrains est passé de 10 000 à 40 000 en moins de 10 ans. L'Afrique de l'Ouest, et en particulier la Côte d'Ivoire, n'échappe pas à la règle. Le pays fait même partie des très bons élèves en la matière. Dans la capitale économique, les terrains se multiplient, le pays en compte aujourd'hui plus de 50. C'est toute une économie qui se développe. Le matériel s'installe dans les rayons des enseignes de sport, des coachs sont formés et les tournois et autres événements sont devenus récurrents. Une opportunité à saisir pour satisfaire les joueurs de plus en plus nombreux. Made in Africa s'est intéressé à ce nouveau business de la balle jaune. Dans le quartier de Cocody-Danga, ce club est sorti de terre en mai 2024. C'est l'un des derniers à avoir ouvert. Un projet ambitieux, il occupe 4000 m² et dispose de 5 terrains, dont 4 couverts. Une première. Lorsque le paddle est venu à Abidjan, il n'y avait pas de terrain couvert et donc pendant la saison des pluies, on était obligé de soit jouer sur des terrains mouillés, soit de s'arrêter de jouer. Et donc nous avons jugé intéressant de couvrir. C'est les premiers à Abidjan. Les joueurs ont vite été conquis. En moyenne, plus de 60 personnes viennent y taper dans la balle chaque jour, une affluence nécessaire à la rentabilité du club. La construction d'un court de paddle par une société espagnole coûte entre 11 et 23 millions de francs. À cela, il faut ajouter le prix de l'infrastructure pour les terrains couverts. Ici, elle a coûté environ 150 millions de francs. C'est vrai que c'est un investissement conséquent, mais pour les années à venir, nous pensons qu'on rentrera dans nos coins assez rapidement. Aujourd'hui, il n'y a que vraiment une très petite frange de la population qui s'adonne au paddle. Donc on a vraiment tout un marché à conquérir. Depuis l'installation des premiers clubs ivoiriens, en 2022, de nombreux autres ont suivi. 6 en 2023, 3 en 2024. Aujourd'hui, 11 clubs cohabitent. Aucun pour l'instant ne s'est installé à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Au-delà des clubs, c'est toute une économie qui s'installe, car les joueurs ont également besoin
de s'équiper pour pouvoir jouer. Et tout commence par la raquette. Cette boutique d'équipement de sport à Marcory a commencé à vendre du matériel de paddle depuis 2 ans. On a des raquettes débutantes à moins de coût, à partir de 37 500. Ça, c'est une raquette de paddle, un peu arrondie sur les bords, avec des trous. Les trous permettent à ce que la balle puisse bien rebondir dessus. Ça, c'est l'impact de la balle, les trous. Au total, il faut dépenser au minimum 42 000 francs pour du matériel débutant. Un prix qui comprend une raquette d'entrée de gamme et un lot de balles. Mais au-delà du tarif, s'approvisionner en équipement de qualité n'est pas facile, car peu d'enseignes en proposent aujourd'hui. Pour le moment, aujourd'hui, il a 1,5 m linéaire qui est dédié spécialement au paddle, divisé par les bas, les raquettes débutantes au confirmé, les housses, tout ça, et les raquettes expertes. Par contre, les clients viennent ici, ils ont tout ce qu'il faut. Un choix payant. Le rayon a rapidement vu ses ventes grimper, au point que la marque compte renforcer son offre à l'avenir. Ça va, Claire? Salut, chez moi. Alors, ça se passe bien? Ouais, les ruptures sont comblées, j'ai passé toutes les commandes, j'ai passé d'un magasin auprès des autres magasins. Là, je pense que j'ai un peu tout. Oui, c'est un rayon qui marche bien, en tout cas qui a une forte croissance depuis que nous avons ouvert cette gamme-là. Une croissance de 180% de progression depuis le début de l'année. L'année prochaine, on compte agrandir le rayon en insérant plus de raquettes et surtout les raquettes juniors parce qu'on voit que personne n'a carrément ça et les enfants ils veulent pratiquer le paddle. C'est un sport qui promet et qui s'accroît très rapidement en termes de pratique. Donc on a vraiment confiance en l'investissement qu'on va faire sur cette gamme-là, sur cette offre de paddle. Ce sport tendance se structure, les clubs se développent et proposent une variété de services. En premier lieu, la formation. La plupart des établissements proposent aujourd'hui un service de coaching. Pourtant, cela n'a rien d'une évidence. Le sport est arrivé il y a 3 ans à peine. Alors au départ, impossible ou presque de trouver des entraîneurs. La solution, faire venir des joueurs de haut niveau de l'étranger pour en former. Souvenez-vous bien, une des choses les plus importantes pour les élèves, c'est qu'ils jouent avec les jambes suffisamment ouvertes. S'ils jouent avec les jambes trop proches, ils vont vraiment manquer de stabilité. Ce club fait venir régulièrement des professionnels depuis l'Espagne, terre natale du paddle, pour former ses équipes. Un des buts les plus importants à atteindre pour les pays qui ont commencé à jouer au paddle très récemment, c'est de pouvoir donner aux coachs la pratique et l'expérience nécessaires pour qu'ensuite ils puissent former leurs élèves à leur tour. La plupart du temps, les coachs viennent du tennis. Il y a bien sûr des similarités, mais aussi des différences. Il faut donc apprendre les tactiques, les techniques propres au paddle pour transmettre cela ensuite aux clients. Habib Combo est entraîneur depuis 1 an et demi. Comme la plupart de ses collègues, il était auparavant professeur de tennis. Ah oui, c'est très important de pouvoir recevoir ici à Abidjan Padel un professionnel parce que c'est un ancien joueur pro et aussi un coach professionnel. C'est bien comme ça, c'est bien de travailler avec lui parce qu'il nous apprend à corriger tous les petits défauts. Nous avons appris par exemple que ce qu'on fait au tennis, qu'on reproduit au paddle qui n'est pas juste, c'est le fait d'aller chercher la balle plutôt que de la laisser venir en nous. Christian Mayoral, joueur professionnel devenu formateur à l'international, est témoin de la fulgurante arrivée du paddle en Afrique de l'Ouest. C'est ma première fois ici à Abidjan. Je sais que le paddle est arrivé il y a peu de temps, 2 ou 3 ans. Mais c'est vraiment incroyable de voir à quel point les Ivoiriens l'ont adopté rapidement. Ils ont construit beaucoup de cours, ils font vraiment du bon travail. Une fois formé, il est enfin temps de se confronter aux autres joueurs. Tournoi de niveau avancé, mini-tournoi, tournoi mixte, les semaines sans compétition sont rares à Abidjan. Les championnats y sont devenus très fréquents, comme ici, dans ce club, au cœur de l'hôtel Ivoire. L'occasion pour les joueurs de s'affronter, la plupart du temps, dans la bonne ambiance. Oui,
il y a une bonne ambiance parce qu'on a l'habitude de se jouer ici, on se connaît déjà. Donc on ne se fâche pas sur le terrain, on s'amuse, on profite, on joue bien et puis voilà. On se supporte en même temps pendant que l'autre joue. Quand nous on ne joue pas, on va supporter parce qu'on est du même équipe, du même club, tout ça. Donc c'est intéressant quoi. La compétition fait partie intégrante de ce sport par équipe. Le coût financier et l'investissement personnel ne freinent pas les ardeurs des participants. C'est 60 000 francs par équipe, ça se joue sur 2 semaines. Et voilà, minimum 4 matchs, une match de poule, qualification, donc c'est assez festif. Et puis voilà, on passe un bon moment. Généralement, les tournois, dès qu'il y en a un qui est organisé à Abidjan, on essaye de jouer parce que ça permet en fait de se comparer, d'évoluer, de jouer d'autres joueurs qu'on n'a pas l'habitude de jouer tous les jours parce que bien sûr on joue chacun avec les gens avec qui on a plus d'affinité. Et les tournois en fait ça permet de se comparer, je dirais, de se confronter à d'autres niveaux et à d'autres joueurs. Ces moments de cohésion sont devenus essentiels à la vie des clubs. Les plus gros d'entre eux peuvent rassembler plus d'une centaine de joueurs. C'est une manière aussi de promouvoir le padel, de faire parler du padel parce qu'on en parle aussi sur nos pages. C'est un sport convivial, on peut s'y mettre facilement et c'est super important pour nous justement de faire des tournois pour faire parler, pour faire connaître encore le padel plus en Côte d'Ivoire. En général, des petits tournois comme ça amicaux, on en fait tous les mois à peu près. L'année dernière, ce club avait organisé un tournoi international. Les gagnants avaient alors pu participer à une compétition en Europe, rassemblant des joueurs de haut niveau du monde entier. Un événement qui devrait à nouveau avoir lieu cette année. Des talents ivoiriens commencent à émerger. C'est le cas de Kevin Dano, classé premier dans le pays à plusieurs reprises. Je fais un tournoi hors du pays chaque mois. Et ici en Côte d'Ivoire? Ici en Côte d'Ivoire, je fais beaucoup de tournois dans le mois. La Côte d'Ivoire, ça devient un vrai pays de padel. La preuve, c'est nous qui gagnons tous les tournois dans la sous-région. À l'image de ce champion, l'engouement pour le paddle est indéniable. Mais avec quelques milliers de joueurs, son développement n'en est qu'à ses débuts. Création d'une fédération, construction de clubs en dehors d'Abidjan, il reste encore beaucoup à faire. La balle est dans le camp de la Côte d'Ivoire. Retour sur le plateau de Made in Africa. Nous avons rejoint Danny Elriz. Il est le gérant du club Abidjan Padel. Avec lui, un joueur de padel, deuxième au classement général de Côte d'Ivoire, Mohamed Khalaf, qui est avec nous sur le plateau. Merci, messieurs, de nous avoir rejoints. Alors, question pour vous. Comment est-ce que vous découvrez le padel et comment est-ce que le virus du padel vous a piqué? Alors moi, tout a commencé, nous étions entre amis devant la télévision. Et on est tombé sur un tournoi international de paddle qui se déroulait en Espagne. Et nous nous sommes dit tout simplement, pourquoi pas nous? Et comme ça, de fil en aiguille, avec les discussions entre jeunes, les premiers terrains ont commencé par la suite à s'y installer dans le pays. Et vous jouez où aujourd'hui? Vous êtes dans un club? Aujourd'hui, je suis dans un club qui est Padelta, mais je joue dans les différents clubs, en fonction des jours, en fonction des différents programmes et des matchs, et surtout des réservations. Ouais. En fonction de ça, on joue dans les différents clubs tout au long de la semaine. Daniel Riz, vous avez fondé et vous gérez votre club, c'est écrit Abidjan Padel. Alors, pourquoi il y a aujourd'hui, selon vous, un tel engouement pour le padel? Alors, on a, juste pour refaire un peu l'histoire, on a ouvert nos premiers clubs il y a à peu près 2 ans. Le premier club a ouvert en mars 2022. Et moi, j'ai ouvert 2 mois après, à peu près. Et puis derrière ça s'est enchaîné. En fait, je pense qu'il y a un tel engouement parce que, contrairement au tennis, parce que je vais prendre l'exemple du tennis, pour pouvoir commencer à bien jouer au tennis et prendre plaisir, il faut quand même avoir un certain niveau. Donc, ça prend un peu de temps. Alors qu'au paddle, dès la première fois, vous arrivez à jouer, vous arrivez à ramener la balle, et le fait que ça tape les vitres et que ça revienne et que vous pouvez rejouer, ben, c'est ça qui fait, je pense, le côté addictif de la chose en fait. C'est que les échanges sont longs, la balle peut revenir, vous pouvez la rejouer, donc c'est vraiment super intéressant. Donc c'est moins technique finalement? Non. Pour démarrer, c'est simple. La prise en main de la raquette, contrairement au tennis, est beaucoup plus simple. Par contre, quand vous commencez à bien jouer, avoir un certain niveau, c'est là que la complexité rentre en compte parce que je compare souvent aux échecs. Pour moi, jouer au paddle,
c'est comme faire une partie d'échecs en fait. À partir d'un certain niveau, vraiment, il faut déplacer ses pions de façon très minutieuse et puis à la moindre erreur, la moindre ouverture, derrière vous le payez cash en fait. Alors tout à l'heure, on va redonner la parole à Ralaf sur le sujet. C'est du sport, monsieur le directeur. C'est aussi des loisirs. Alors où est-ce que vous intervenez, vous, à ce niveau-là, dans une activité telle que celle-ci? Qu'est-ce que le loisir en fait? C'est toute activité que l'on décide de pratiquer pendant son temps libre. Ce qui démontre bien que le loisir est traversé par tous les aspects de la vie, que ce soit du sport, de la culture, de l'événementiel, ça c'est du loisir. Voyez-vous, c'est tellement large. Donc ici, l'activité, le sport-loisir, c'est jusqu'à ce que l'on devienne professionnel. On a bien compris que ça rentre dans votre champ d'action. Ah mais bien sûr, bien sûr. Ce monsieur, je pense qu'il se professionnalise. Donc à un moment donné, il va falloir basculer. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a de vraies compétitions au niveau national, au niveau régional? Est-ce qu'il y a des clubs? Mais est-ce qu'on se structure? Est-ce qu'il y a une fédération? En fait, comment ça se passe aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, tous les clubs, grâce à tous les représentants des clubs qui organisent les tournois, ils ont un programme d'organisation sur toute l'année. Donc il y a des tournois qui sont prédéfinis. Aujourd'hui, ces tournois-là, il y a des points qu'on doit acquérir pour passer à un niveau supérieur. En gros, c'est les points qu'on va gagner pendant ces tournois-là qui vont nous permettre d'être classés dans le classement général. Alors, Daniel Riz, c'était un enjeu d'avoir des terrains couverts? Oui, comme l'a dit un collègue dans le reportage, en Côte d'Ivoire, on sait qu'on a 3-4 mois de pluie. Peut-être plus, peut-être moins, mais je donne une fourchette. Donc, c'est intéressant d'avoir des terrains couverts parce que dès lors qu'on réserve dans un terrain couvert, on est assuré de jouer. À l'époque, quand il n'y avait pas encore de terrain couvert, vous réservez, vous quittez votre lieu de travail ou autre, vous faites 30, 40, 1 heure de temps de trajet, vous arrivez, il pleut, c'est un peu frustrant. Mais dès lors qu'il y a des terrains couverts aujourd'hui, on n'a plus ce problème. D'accord. On a aussi vu qu'il y a des coachs qui viennent former d'autres coachs. Les clubs, de façon générale, ramènent des coachs pour former leurs propres coachs et permettre aux Ivoiriens de pouvoir se faire former, d'apprendre le paddle. Même pas avoir des coachs en permanence. Et ça coûte combien de construire un terrain? Un terrain va coûter entre 11 et 23 millions selon les options que vous allez prendre, selon le fournisseur, selon la qualité. Vous avez des terrains que vous pouvez ramener de Chine comme vous pouvez ramener d'Espagne. Donc c'est un peu comme toute chose. Et c'est toujours des expertises internationales qui viennent construire le terrain aujourd'hui? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Okay. Il y a des équipes locales qui le font. Moi, dans mon club, je ramène de l'étranger. Il y en a d'autres qui le font sur place. Mais je pense que de façon générale, c'est des gens de l'étranger. Et en général, à date, les investissements sont faits sous fonds propres? C'est plus du fonds propre ou ce genre de choses. Mamadou Keïta, votre combat, c'est aussi de vulgariser ces pratiques de loisirs à l'intérieur du pays. Qu'est-ce que vous auriez dit aux acteurs du padel s'il y avait une conversation privée entre vous, ça aurait donné quoi? D'abord, les remercier d'installer ces nouvelles activités en Côte d'Ivoire, parce que ça correspond à la vision de l'État, de Sianou Fofana, notre ministre, qui est de sublimer la Côte d'Ivoire, la sublime Côte d'Ivoire. Bien sûr, moi je vous encourage à aller à l'intérieur du pays. Il n'y a pas que des petits villages, il y a aussi des grandes villes à l'intérieur du pays. Boaké, il y a des grandes villes où il faut aller s'installer. Bien sûr, il faut étudier le marché, voir si ça correspond effectivement aux besoins des habitants et à leur bourse, parce que voilà, ce que vous pouvez dépenser en termes d'installation à Abidjan ne sera peut-être pas forcément la même à Boaké, parce que le foncier n'a pas le même prix à Abidjan qu'ailleurs. Donc les dépenses ne seront pas importantes, pas comme Abidjan pour s'installer. Mais du coup, vous allez adapter sans doute l'accès à votre activité en matière de prix. Voilà, nous encourageons les activités nouvelles. Mais nous valorisons également les activités traditionnelles. Nous pensons, que ce soit le karting dont on a parlé tout à l'heure, ou l'escape game, je pense que c'est vraiment des activités qui sont intéressantes, qui répondent aux besoins des différentes couches sociales. Et les typologies d'usagers que sont dans vos activités, on les connaît, on les voit. Ce sont des gens qui ont plus ou moins des moyens. C'est pas, parce qu'il y a un monsieur qui l'a dit, c'est quand même pas donné, c'est une bourse qu'il faut dégager. Mais je crois que progressivement, ça va se vulgariser, ça va permettre à tous d'y avoir accès. Qu'est-ce que vous répondez rapidement sur l'extension à l'intérieur du pays? Est-ce que ça fait partie de vos stratégies? Est-ce que vous regardez de ce côté-là? Est-ce que vous avez fait déjà des études? Pour être honnête, pas encore. Je pense que M. Keïta a raison.
de dire qu'il faut peut-être aller voir à l'intérieur du pays qu'est-ce qu'on peut faire. Mais aujourd'hui, pour ma part, je pense qu'on n'a pas encore fini de développer Abidjan et le Grand Abidjan. Donc, ça serait peut-être plus judicieux de vraiment développer Abidjan, de mettre les bases sur Abidjan et ensuite, derrière, aller voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur. Voilà. Alors, le secteur privé vient de parler. Il va peut-être falloir travailler avec les collectivités pour déjà, voir commençons à Abidjan à permettre à tous les quartiers d'avoir accès à ces activités. Ouais. Monsieur a dit qu'ils sont installés dans des quartiers Cocody, et pas forcément à Bobo ni à Yopougon. Mais peut-être que progressivement, ces enfants-là aussi pourraient avoir accès à des activités de padel. Je pense que ce serait pas mal. Ouais. Bien évidemment. Alors, vous venez de le voir, chers téléspectateurs, on vient de se déporter dans le bureau de monsieur le directeur central qui parle avec les acteurs du padel. C'est quoi votre budget hebdomadaire? En fait, tout va dépendre parce que moi, vu que je suis dans un club, il y a certains avantages. Il y a des coûts, qui me concernent à moi et pas à d'autres. Mais en moyenne, faut compter 30 000 francs pour l'heure et demie pour le padel. Après, ça se joue à 4, donc c'est évidemment 30 000 francs répartis entre 4 personnes. Donc c'est... Et Mohamed joue tous les jours. Hein. Pour être au top, il faut jouer tous les jours. Hein. Pas tous les jours, mais j'essaye en tout cas au moins 4-5 fois par semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, on a déjà des sponsors qui se positionnent? Parce que vu qu'on a un sport aussi viral, une activité aussi virale, à un moment donné, il y aura de la visibilité qu'on va rechercher au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a déjà quelques sponsors qui pensent qu'ils peuvent associer leur image à cette activité sportive? Je ne sais pas qui est mieux placé entre vous deux pour en parler. Un peu nous deux, parce que lui, en tant que joueur, je pense qu'il est déjà sponsorisé par son club. Donc actuellement, c'est plus les clubs qui vont sponsoriser leurs joueurs. Donc moi, je vais sponsoriser certains de mes joueurs également. Et on commence à avoir chez certains joueurs des logos de sociétés qui commencent à sponsoriser, à aider les joueurs. Comme le disait dans le reportage Kevin, qui est un très bon joueur, il va jouer dans la sous-région. Et donc, je pense qu'il y a certaines sociétés qui l'aident dans ses dépenses de voyage. Donc voilà, ça va venir. En tout cas, c'est surprenant tout ce qu'on dit de bien sur le padel, un sport qui promet de s'accélérer en matière de pratique. On a vu tout à l'heure la vente des équipements, 180% de croissance depuis le début de l'année. Quelqu'un nous a parlé de tout un marché à conquérir. Question pour vous encore, Mohamed. Est-ce que vous avez l'intention de conquérir également des compétitions à l'extérieur du pays? Est-ce que c'est ça? Pourquoi pas, ça sera avec grand plaisir. C'est notre but d'évoluer au quotidien, de jour en jour, avec les coachs qui viennent nous donner des cours. Pas oublier aussi que c'est un sport qui est récent en Côte d'Ivoire. Ça fait que 2 ans qu'on y joue, alors que d'autres ils le pratiquent depuis très longtemps. Donc forcément, il y a un écart de niveau qu'il ne faut pas négliger. Mais on est sur cette voie-là et on espère représenter fièrement le padel ivoirien à l'extérieur. Il y a des perspectives dans ce sens? Oui. Très bien. Alors, on va conclure avec vous, Mamadou Keïta. Vous nous disiez tout à l'heure, hors antenne, qu'au-delà de tout ce qu'il y a comme plaisir de jouer, de se défouler également, cet effet sur l'éducation de ces jeunes qui ne font pas autre chose, mais qui sont happés par ses loisirs et donc qui ne se livrent pas à d'autres activités qui seraient malsaines. Vous pouvez conclure dessus, justement. Écoutez, d'abord remercier tous ces promoteurs et organisateurs de loisirs en Côte d'Ivoire, parce que je pense que pendant que les jeunes ou les enfants jouent à un jeu ou une activité de loisirs saine, et ça ne donne pas des activités délicieuses. Et ça, c'est très important pour leur éducation, c'est très important pour la structuration même de leur famille, parce que ça permet, je vois qu'il y a parfois des adultes et des enfants qui passent par certaines activités, ça permet la relation parent-enfant, parce que le jeu est un moyen très important pour éduquer un enfant. Très peu de parents, d'ailleurs, prennent le temps de jouer avec leurs enfants. Voilà, on les envoie, ils font trop de bruit, et pourtant, l'enfant a besoin de se confier à son papa, à sa maman, et jouer parfois. Et c'est aussi un moyen pour l'adulte d'accompagner son enfant dans une démarche quelconque. Et je voudrais souligner une chose dont on n'a pas parlé, c'est le potentiel que représentent ces loisirs en matière d'employabilité. Vous voyez, notre intervieweur nous disait qu'il faut former, vous formez d'ailleurs, vous faites venir des gens de l'Espagne pour former des gens ici. Je pense qu'il faut former des jeunes Ivoiriens à pouvoir être
coach dans vos paddles, parce que ce serait source de création d'emplois. Nous avons un nombre important, 75% de la population a moins de 35 ans. Vous avez pas mal qui, sans doute, sont sportifs, mais ont envie d'avoir un accompagnement structuré et structurant pour, en fait, pourquoi pas, s'insérer dans la société et puis vivre de façon économique une bonne trajectoire de vie, y compris construire leur famille. Moi, je pense sincèrement que l'État a raison, notre ministère a bien raison de mettre en avant des activités de loisirs, et je pense que ça participe de l'éducation, ça participe du développement social, culturel, du rayonnement de notre pays, donc de sublimer la Côte d'Ivoire. Waouh! Et c'est bien ça, Sublime Côte d'Ivoire, qui est la vision du ministère du Tourisme, donc de l'État de Côte d'Ivoire en matière de développement du tourisme dans notre pays. Eh bien, il y a tellement de choses à faire, nous invitons tout le monde, ceux de la diaspora, venez investir, même dans les loisirs. Il y a encore une marge énorme de croissance à gagner dans notre pays. Merci d'avoir participé à cette émission. Je dis également merci à tous les téléspectateurs, toujours fidèle de Made in Africa. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Made in Africa et vous pouvez bien sûr, n'oubliez pas, retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou alors sur notre application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci aux équipes de la RTI pour la réalisation. Quant à moi, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur RTI1. À très bientôt. NCA, le vrai visage de la banque.